Cette semaine, plusieurs nouvelles concernant la cybersécurité. J'en avais quelques-unes et là, je me suis dit, je vais en trouver plein d'autres. Ça va être pas mal cool comme sujet. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de ça. Donc, cette semaine, comment empêcher la fonction Safety Core de Google Android de scanner vos photos. Donc, ce que fait Google avec cette nouvelle fonction-là, c'est qu'il s'assure que s'il y a des photos avec de la nudité, c'est qu'il puisse les flouter, qu'ils puissent les identifier sur les photos que vous avez à l'intérieur de votre téléphone. L'enjeu qu'on a ici, c'est qu'il ne demande pas la permission, il le fait, il a les droits. Et la personne qui décide, elle, qu'elle ne veut pas que Google vérifie toutes ses photos, parce que c'est ce qu'il fait carrément, il va toutes les vérifier, vous pouvez désactiver la fonction. Donc, pour ce faire, vous allez dans vos réglages applications, vous sélectionnez voir toutes les applications, puis afficher l'application système dans le menu à 3 points et vous allez voir, quand vous allez faire défiler l'écran, Safety Core, qui est l'application qui a été ajoutée. Et une fois que l'application est trouvée, vous appuyez sur Désinstaller. Et ça se peut que l'application soit grisée. Dans ce cas-ci, vous ne pouvez que la désactiver, vous ne pouvez pas l'effacer. Donc, on t'aime, Pat. un collègue. Moi aussi, je t'aime, Chico. Donc, allez faire un tour si jamais vous êtes préoccupé par cette fonction-là. C'est possible à l'intérieur d'Android d'aller faire ces ajustements-là. Petit point d'honneur, Patrice. Oui. Il faut savoir que si vous désactivez Safety Core, vous mettez aussi une partie du système Android en danger parce que Safety Core va aussi vérifier pour toutes les applications qui ont des permissions bizarres, c'est-à-dire des permissions qu'ils ne devraient pas avoir, et il va vous avertir, il va mettre en sécurité des applications que vous avez téléchargées peut-être hors norme. Donc, là, oui, si vous voulez le désactiver pour la partie photo, mais si vous le faites, vous enlevez d'autres choses. Donc, c'est un poids que vous devez vous demander. Parfait. Deuxième nouvelle cette semaine. En France, Apple risque une amende importante concernant l'outil de protection de vie privée. Vous savez qu'Apple a introduit ce qu'on appelle le App Tracking Transparency, c'est-à-dire qu'il demande aux gens, est-ce que vous voulez que l'application, que les sites web, l'application de cette compagnie-là vous suivent, vous tracent, oui ou non. Ce qu'ils se sont aperçus en France, c'est que les publicitaires n'étaient pas contents et au nom de l'industrie, ont demandé au gouvernement de poursuivre Apple. Donc, ils veulent s'assurer qu'ils vont pouvoir traquer les gens pour être capables de faire ce qu'ils ont à faire. Et le gouvernement a dit, c'est une bonne idée, ça. Mais non, mais c'est une bonne idée. On va... Oui. Le gouvernement est en processus, possiblement. On est son Talbot 2.0. Non, attends une minute, Chico. On n'est pas Talbot 2.0, on est un Talbot Temu, quand même. Oh, oui, c'est ça. C'est Alibaba, à la limite, mais on n'est pas 2.0. C'est ça. Donc, c'est ça. Donc, en France, il semblerait que le législateur ou les personnes en charge de la législation trouvent que c'est une bonne idée que les gens soient tracés pour que le milieu du marketing puisse mieux savoir ce que les gens font et mieux les cibler dans leur campagne et dans leur suggestion de produits. Donc, c'est complètement à contre-courant. On verra ce que ça donnera de ce côté-là, mais c'est comme, regarde, là, on ne veut pas aller là, on ne veut pas, mais bon, il semblerait qu'il y a des gens qui ont un certain pouvoir politique qui essaient d'influencer le législateur de ce côté-là. Donc, c'était cette semaine dans Mac Daily News. Super article cette semaine sur la cybersécurité. Nos téléphones intelligents nous écoutes-tu finalement, vraiment? Patrice? Bien, ça, c'est suite à ce qui était arrivé avec Apple où ils avaient été reconnus comme quoi qu'ils écoutaient, en tout cas, il y a une partie de ce qui était dit. Il y a des requêtes qui fuitaient involontairement vers le système de reconnaissance. C'est ça. Et un des objectifs de ce mécanisme-là, c'était, mais on doit essayer d'améliorer la reconnaissance vocale et pour ça, il faut avoir des échantillons de ce qui est dit. Donc, on ne peut pas le faire comme ça sans avoir d'échantillons. Donc, à la défense de ceux qui développent, ils se disent, on a besoin d'échantillons pour être capable d'améliorer le système. C'est en vrai avec l'IA, mais oui. à l'époque.
Bon. Tout ça pour dire que, est-ce qu'ils nous écoutent vraiment? Bon, oui, jusqu'à un certain point, malgré qu'ils ont fait mea culpa, puis ils ont arrêté le procédé, si je comprends bien. Mais ce que dit Mais c'était finalement, pas en permanence. ben non, c'est ça. Puis ce que dit le journaliste, c'est, tu sais, assurez-vous de mettre à jour vos appareils avec les dernières mises à jour. Assurez-vous d'être conscient d'être conscient quelle application vous utilisez, de quel service vous utilisez. Tu sais, ça vient-tu de la Chine, ça vient-tu des États-Unis, ça vient-tu d'Europe? C'est quoi la réputation de ceux qui développent? Tu sais, on a un devoir comme utilisateur de s'assurer que nos données, ils viennent de où, puis ils vont où, puis c'est qui s'occupe de ça à l'arrière-plan. Donc, je Patrice, pense... on va se faire de la publicité. Oui, Dis oui. rien. OK, Google, ferme toutes les lumières. OK, en passant, Geek Zone en duo. Fait que là, tous vos écouteurs de OK Google, là, ils ont tous écouté ça. Puis là, mon OK Google est partout sur la planète. Wow! Excusez-moi, je ne comprends pas. C'est bon, ça, c'est bon. Donc, c'était dans RFI, Radio France Internationale, cette semaine. Find My Network peut être détourné pour suivre n'importe quel appareil Bluetooth. Il y a des chercheurs qui ont réussi à utiliser le protocole Bluetooth pour être capable de se faire passer pour un appareil qui va détecter si un AirTag est en place. Et c'est vrai pour les AirTags, mais c'est vrai aussi pour d'autres types d'appareils. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont prouvé qu'il y avait un moyen d'être capable de spoofer, donc de tromper finalement le Find My Network et de suivre potentiellement un AirTag ou un appareil Bluetooth qui agirait de type sécuritaire. Ceci étant dit, si tu es capable de dire, ben OK, je sais qu'il y a une barrure électronique sur la porte qui est là, puis je suis capable de savoir qu'elle est là, puis je suis capable de la mettre dans mon Find My Network. Ben oui, c'est sûr, elle est là, physiquement elle est là, donc c'est pas bien grave, là. Mais bon, à voir si Apple apportera des correctifs de ce côté-là avec ce genre comment qu'on appelle ça? Ce genre de tromperie là, au niveau de la clé qui est utilisée au niveau du protocole Bluetooth. Donc, c'était dans Apple Insider cette semaine. Autre nouvelle Ça, intéressante. Oui. SonicWall, j'ai déjà été revendeur SonicWall il y a longtemps. Et une des raisons, c'est qu'on avait un accès VPN qui était vraiment pas cher, inclus avec les routeurs. Ça permettait à mes clients d'accéder à une application à distance de façon sécuritaire avec un client VPN assez facile à installer. Ceci étant dit, ces appareils-là sont vulnérables aux attaques. Il y a encore des instances où il est possible de prendre contrôle à distance d'une session VPN et d'accéder au réseau sans nécessairement utiliser l'authentification qui est en place. Donc, c'est connu, c'est un problème qui a été en partie corrigé sur certains appareils, dans certains Mais il en reste contextes. encore. Mais il en reste encore. Donc, gardez ça à l'esprit. Même les appareils assez connus et assez vendus sont susceptibles d'être attaqués de cette façon-là sans que vous le sachiez. Et ça m'amène sur tout le sujet de dire, OK, quand vous avez une entreprise ou quand vous avez un système critique, assurez-vous d'avoir des équipements, qui ont des licences avec des mises à jour au niveau du logiciel pour que des correctifs soient apportés si ce genre de situation-là arrive. Et trop souvent, j'ai des clients où on voit des clients qui ont encore des vieux appareils qui ne sont plus supportés. Ils continuent à les utiliser. Il n'y a plus de mise à jour. Ouais. Et là, vous vous mettez à Belle risque. porte Là. d'entrée. Mais oui, vous vous mettez à risque parce que c'est sûr qu'il y a un whisky dans quelque part dans le monde qui va se dire, hey, moi, je vais essayer de trouver ces appareils-là. Ben, il y a des moteurs, exemple, je vais en nommer un, pour ceux qui sont dans le domaine, ils savent, Shodan, qui ne font que ça, là. Oui. Rechercher des ports ouverts et des vulnérabilités. Là. Shodan, tu t'en vas là-dedans, Patrice. Je pense que j'en avais déjà parlé au début de nos affaires.
Tu vas dans Shodan, tu cherches tel modèle de tel équipement, puis quels sont les ports, puis tu sors une liste de tous les appareils Ouais, dont ouais. le port est ouvert avec le mot de passe par défaut. Là. Fait que faites attention. Là. Ouais, faites attention, là. Puis tu sais, souvent, on pense qu'on est sécuritaire parce qu'on ne voit pas le problème, mais le jour où il y a un problème puis qu'il y a une demande de rançon ou que les réseaux sont complètement bousillés, ben là, ça, c'est une autre partie de marche. Il y a une discussion sur un forum de discussion de rançon logiciel qui a été publié, qui a fuité. Et c'est le fameux groupe Black Basta qui discutait là-dessus. Et ce qu'ils ont, ce qu'ils ont vérifié, ce qu'ils ont lu, c'est quels sont les systèmes les plus que les pirates devraient cibler. Et dans la liste des produits ou des systèmes qui devraient être ciblés, bon, évidemment, tous les produits de Microsoft, tout ce qui est Citrix NetScaler et Atlassian Confluence, qui est un logiciel de gestion de connaissances et de formation. Ça commence à en faire pas mal. Oui, c'est ça. Parce qu'il y a des puis tous les problèmes connus dans des réseaux, dans des comme de Fortinet, de Cisco, de F5 Network et aussi de Palo Alto Networks. Donc, ce sont des appareils où ce qu'on appelle les CVE, là, les failles de sécurité documentées sont connues, sont documentées. Et ce qu'ils disent, c'est essayer de cibler des compagnies qui ont de l'argent, pas des petites compagnies. Puis souvent, dans ces produits-là, ce sont des plus grosses compagnies, donc c'est plus facile d'aller chercher une rançon ou de rentabiliser finalement notre investissement, d'essayer de créer des dommages. Donc, la discussion a été rendue publique. Et ça. Vous savez, si vous avez ces systèmes-là, mettez-vous à jour. Oui, c'est ça. Vous êtes dans des listes de discussion, donc soyez au fait que soit que vous mettez à jour, soit que vous changez vers d'autres choses parce que le risque est peut-être trop élevé. Gardez ça à l'esprit. C'est quelque chose que vous devez suivre de façon assidue. Surtout les CVE, là, les vulnérabilités qui sont documentées. Il faut vraiment être à jour de ce côté-là. Si vous ne l'êtes pas, ben, assurez-vous d'avoir les spécialistes qui vont vous aider de ce côté-là. Il y a eu dernièrement. Tu as vu ça passer. Hein? C'est un vol record qu'il y a eu. C'est du Bitcoin qui ont été volés. Oui, pour 1,5 milliard de dollars de Bitcoin qui a été volé. Et la compagnie qui a été piratée, c'est la compagnie. Attendez un petit peu là, que je retrouve le nom. Je vais juste aller voir la slide d'après, parce que je l'ai dans la slide d'après. C'est Bybit. Donc, Bybit, je vais juste revenir ici, est un gestionnaire de portefeuille de Bitcoin. De crypto, de crypto-monnaie. Et ils ont ce qu'on appelle des cold wallets, donc des portefeuilles qui sont comme à froid, qui détiennent des valeurs et qui sont utilisés pour faire des transactions. Donc, éventuellement, ces portefeuilles-là les valeurs sont transférées vers un autre portefeuille ou vers un marché quelconque parce qu'ils ont été vendus ou non. Et cette compagnie-là, Bybit, essentiellement, ce sont des gens qui gèrent des portefeuilles. Donc, les gens mettent comme en prête leur Bitcoin pour qu'après ça, ils puissent être capables de soit emprunter dessus, soit qu'eux sont capables d'aller chercher un certain profit parce qu'ils gèrent avec des frais, des redevances, ces portefeuilles-là importants. Et il y aurait un groupe de la Corée du Nord qui aurait réussi à s'infiltrer via l'ordinateur d'un développeur. Donc, il y a un développeur chez Bybit qui a compromis sa machine. 1,5 milliard à son boss. Oui, mais Patricia, ça s'est fait quand ils ont bougé le fameux 1,5 milliard. Donc, ça s'est fait en quelques secondes. Lorsqu'ils ont bougé, il y avait quelqu'un qui attendait et tout de suite a réussi à récupérer, le transférer ailleurs, les sortir et c'est disparu dans la nature. Donc, ça s'est fait très rapidement et à la compagnie, ça leur a pris un certain temps avant de s'apercevoir qu'ils s'étaient fait voler. Là. Ça a pris probablement quelques heures
avant qu'ils se rendent compte, hey, il manque 1,5 milliard. Je suis short de 1,5 Oui, million. c'est ça, c'est ça. Donc, pourquoi au Canada, on n'a pas été affecté par ce problème-là? Bien, c'est simple, Patricia. Cette compagnie-là, Bybit, doit répondre à l'autorité Au des marché marchés financiers. et on les autorise pas. Ben, on leur a donné des conditions. Puis, je pense que c'est en 2022 ou en 2023, ils ont décidé de quitter le Canada parce qu'ils ne voulaient pas respecter les conditions qui avaient été mises en place par les autorités de l'Ontario, je pense. Et tout ça pour dire que, bon, ben, les clients canadiens ne peuvent pas utiliser les services de cette compagnie-là et ne sont pas impliqués dans ce piratage-là qui a eu lieu. Donc, c'est vraiment quelque chose d'important et ça démontre encore une fois qu'il y avait une faille. C'était un développeur qui s'est peut-être fait hameçonner avec un courriel ou whatever. Sa station a été compromise et tout ça a permis à des gens très au fait de comment être capable de faire ce transfert-là, de procéder dans une fraction de seconde quand il y a une transaction qui a été réalisée. Donc, il ne faut pas se le cacher, là. C'est ceux qui ont réalisé ce détournement-là étaient excessivement bien entraînés et connaissaient exactement ce qu'ils C'est faisaient. des acteurs étatiques, là, ils savent ce qu'ils Oui, font. oui. Là. C'est ça. Mais ça reste qu'il y a de la connaissance et ils ont réussi à s'infiltrer. Donc, il ne faut pas assumer que parce qu'on a un WizKid, on a quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, qui fait de la gestion de X, Y, Z, qu'il ne sera pas compromis via un courriel ou via une transaction ou une installation d'un logiciel La malveillant. majorité des hacks qui se passent de nos jours sont par l'ingénierie humaine. Oui, C'est-à-dire c'est ça. une faille humaine, puis shit, il est tombé dedans. Ouais. Donc, c'était un résumé de cette saga-là qui continue parce qu'ils n'ont toujours pas trouvé où était rendu l'argent. Et je ne suis pas sûr qu'ils vont le retrouver. Fintrack. Fintrack, c'est une compagnie canadienne qui gère les transactions pour entre autres, déterminer s'il y a eu du blanchiment d'argent ou non. Et Fintrack est comme une compagnie où toutes les institutions financières ou les compagnies qui gèrent des mouvements d'argent doivent produire des rapports de façon régulière pour déclarer les transactions, déclarer les mouvements d'argent. Et Fintrack, eux, de leur côté, s'assurent de gérer ce qui se passe de ce côté-là. Alors, ce qui est arrivé il y a un an, Fintrack a été piraté et ça l'a mis hors service un certain nombre de leurs systèmes, ce qui fait que les grandes banques, elles, ont pu s'en sortir parce qu'ils ont un autre canal qu'ils utilisent qui n'était pas compromis et on continue à opérer. Mais il y a beaucoup de compagnies dans le domaine du prêt, des transactions financières qui doit utiliser les systèmes de Fintrack, les rapports de Fintrack. Et là, pendant des mois, il y a des systèmes qui n'étaient plus disponibles. Et parce qu'il y a une loi en place, ces compagnies-là doivent maintenant fournir quand même l'information plusieurs mois après sur les transactions qu'ils ont réalisées, exemple, au mois de décembre puis au mois de novembre. C'est pas parce qu'ils ont été piratés qu'ils s'en sauvent. Exactement. Ceci étant dit, ça fait qu'il y a certaines compagnies qui à cause qu'ils ont pris tellement de temps à être capables de produire l'information d'une autre façon, perdent en partie leur licence ou leur statut comme. Oui, c'est ça. Là, ça l'affecte même le modèle d'affaires de ces compagnies-là dans le domaine financier, surtout à Toronto. Il y en a aussi au Québec, je crois. Donc, et ça devient un enjeu important pour ces compagnies-là parce qu'il y en a carrément qui disent, regarde, on ne veut plus faire affaire au Canada, là, on n'est pas capable d'être capable de fournir le service à nos clients potentiels parce qu'on n'est pas capable de produire les rapports selon ce qui est demandé parce qu'il y a encore des problèmes de système suite au piratage qui a eu lieu il y a un an. Donc, c'est un long article dans The Logic qui était vraiment intéressant et qui démontre encore une fois que le domaine financier n'est pas à l'abri, même si il y a des milliards de dollars d'investissement dans les systèmes. On voit qu'une petite compagnie, un peu plus on the side, a eu des enjeux et là, ça a un effet sur plusieurs centaines de compagnies, ce n'est pas des milliers. Je pense qu'il y a à peu près 2000 compagnies au Canada qui doivent utiliser les systèmes de Fintrack. Et la majorité sont petites et moyennes. Ce n'est pas des grosses banques. Donc,
c'est une très mauvaise nouvelle pour ces compagnies. Personne n'est à l'abri, c'est simple. Non. Donc, ça conclut cette semaine mes nouvelles en cybersécurité. Yes. J'espère que ça vous a diverti et aussi allumé des lumières pour vos travaux internes dans vos compagnies.